Son Excellence Brice Clotaire Oly Nguema, Wabuna, la synergie nationale des jeunes cadres et l'appel des neufs organise les grandes assises de la jeunesse gabonaise. 4e édition. Thème, la réappropriation des secteurs clés de la croissance nationale pour la construction d'une 5e république dynamique et prospère. Les conférences et formations. Des commissions de réappropriation des secteurs stratégiques du 1er au 25 juillet, le forum des innovations de la jeunesse, le 26 juillet, le gala de la jeunesse entreprenante, le 2 août, le Big Match national, le 3 au 30 août, du 1er juillet au 30 août 2025, inscrivez-vous sur www.gag2025.com. Les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Infoline au plus 241 74 25 65 38 ou au plus 241 66 37 15 71. Gage 2025. Réapproprions-nous le Gabon. Excellent début de semaine à tous, mesdames, messieurs, fidèles abonnés, bonjour et bienvenue à votre énième numéro de votre émission quotidienne Focus on Air. Vous le saviez, le programme aujourd'hui c'est le Focus Actu et le Focus People. Comme actualité retenue aujourd'hui au sein de notre rédaction pour le décryptage, le commentaire et l'analyse, nous avons le PDG avec sa gestion observée quelque peu décadente, mais nous parlerons aussi de Pierre Mouagueya qui a été inculpé, donc qui a été plutôt, on va dire, acquitté, voilà, après 8 ans d'emprisonnement injuste, et nous parlerons avec des casernes de sapeurs-pompiers partout dans les provinces, une ambition du chef de l'État, Brice Clotaire Oly Nguema. Et pour le décryptage, l'analyse, le commentaire de ces actualités, nous avons sur notre plateau M. Ayrton Senna Omongo. Monsieur Omongo, bonjour. Bonjour Teddy. Bienvenue une fois de plus sur le plateau. C'est tout un plaisir comme d'habitude. Ouais, tout un plaisir comme d'habitude, plaisir partagé. Donc avec vous, nous allons décrypter l'actualité et nous commençons avec cette question. Le PDG s'expose-t-il à une suspension ou à une dissolution au vu de sa crise de gestion observée depuis plusieurs mois? Mais pour mieux comprendre l'exigence de cette problématique, regardons ensemble cet élément vidéo qui retrace l'origine de beaucoup d'éléments. Regardons. L'approche du 12 mars date de l'anniversaire du Parti démocratique gabonais et face aux interrogations et pressions des militants sur le secrétariat exécutif du parti, le secrétaire général adjoint 1, assurant l'intérim, accompagné des hiérarques et autres cadres du parti, sont allés recueillir la position de leur ancien leader. De ce qui ressort, la célébration du 12 mars aura bel et bien lieu et dans le continuum de cet anniversaire vont se tenir les assises d'autocritique du parti dont les conclusions devraient déboucher sur la réorganisation de cette formation politique en vue de doter de nouveaux organes dirigeants. Dans l'attente d'une structure ad hoc de transition du parti dont l'enjeu général sera la participation constructive au dialogue national, mais également la destitution d'Ali Bongo Ondimba comme distingué camarade, autrement dit président du Parti démocratique gabonais. Alors, monsieur Omongo, le PDG a subi des démissions en cascade, le PDG a subi beaucoup d'attaques du point de vue interne et aujourd'hui, on assiste comme quelque peu à une forme de remaniement du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Nous avons visualisé une vidéo qui nous confirme bien évidemment que l'ancien chef d'État avait démissionné du PDG, mais quelques jours plus tard, ou encore quelques mois, quelques heures en arrière, on a vu la nomination de M. Ali Agba Onanga Iyobege à la tête du Parti démocratique gabonais. Une nomination qui a été faite par l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Une question se pose. Ali Bongo Ondimba est-il encore membre du PDG ou est-il encore président du Parti démocratique gabonais? Je ne suis pas PDGiste, donc, mais je vais essayer d'être objectif. Très bien. D'accord, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Ali Bongo Ondimba, en septembre 2024, a dit, et je le cite, dans un courrier,
je me mets en retrait de la vie politique du Parti démocratique gabonais et de toute ambition politique nationale. Très bien. C'est clair. Ouais, c'est assez clair quand même. Il n'est plus le président, dès cet instant, il n'était plus le président du Parti démocratique gabonais parce qu'il a décidé de se mettre en retrait de la vie politique du pays et du parti. D'ailleurs, les contemporains sont encore en vie. En vie, ouais. Ces barons anciens cadres du Parti démocratique gabonais qui avaient rendu visite justement à l'ancien DCP, voilà, au distingué camarade. Donc, à ce niveau, il n'y a plus de débat en réalité, puisqu'il a demandé à ces derniers, dont le parti était dirigé par le secrétaire général adjoint 1, Luc Oyoubi, de restructurer le parti, de réorganiser le parti. Et cela a été fait, puisque le PDG a organisé les assises politiques du parti. D'accord? Exact. Oui. Au cours de ces assises-là, les militants adhérents du parti ont eu à se prononcer. C'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à un vote qui a propulsé Blaise Lembe à la tête du parti. Et cela a été fait sur la base des textes et règlements intérieurs du parti. Parce qu'un parti politique au Gabon, sur la base de la loi sur les partis politiques, est régi par des textes et des statuts et règlements intérieurs. Mais donc, d'où lui vient donc la légitimité de pouvoir nommer Ali Akbar Onanga Yobege en tant que président du PDG? Je crois que... Il a l'amnésie finalement. Ce qu'il faut dire, faut comprendre qu'au-delà de tout, il y a le PDG, sinon une nouvelle ère politique. D'accord? La 5e République donne l'opportunité à chaque parti politique justement de devenir une nouvelle force, de se redéfinir. Donc sur cette base-là, certainement, avec eu égard des accointances qu'il y a entre Ali Akbar Onanga et Ali Bongo Ondimba, il se pourrait qu'il y ait eu à ce niveau des arrangements, des promesses qui tentent d'être matérialisées. D'accord? Mais sauf que cela met en mal l'opinion nationale, notamment les militants et les adhérents du parti politique du PDG, parce que nombreux s'interrogent sur justement la vision, l'objectif des sorties intempestives de Ali Akbar. Mais est-ce que Ali Bongo Ondimba, en toute objectivité, a la légitimité de nommer Ali Akbar à la tête du parti? Je dirais non. Parce que c'est lui-même, en septembre 2024, qui a décidé de se mettre en retrait du parti. Ce n'est pas le parti ni les militants qui ont décidé de mettre Ali Bongo de côté. C'est lui-même qui a décidé de se mettre de côté. Et les assises ont eu lieu. Donc tout ce travail de restructuration en profondeur qui a été fait, vous n'allez pas demander au cadre actuel, au président actuel Blaise Lembe, de se mettre à nouveau de côté après avoir eu à porter le PDG lors des tempêtes, lors des tornades, lors de ce rejet exprimé par une partie de la population envers le PDG. Et aujourd'hui, le PDG qui vient d'achever une tournée nationale des 9 provinces, vous allez demander à ces cadres-là de tout laisser, de tout abandonner et de s'aligner sur la vision d'Ali Akbar. Onanga Yobege, qui a été nommé par le président de la... par l'ancien président, allais-je dire, de la République, donc ancien président aussi du Parti démocratique gabonais, Monsieur Ayrton Senna. Nous aimons savoir, est-ce que finalement cette démission ou ce retrait de la vie politique, de la vie politique nationale et des activités du PDG n'était pas là sous l'impulsion de la maladie de l'ancien chef de l'État? Moi, je dirais aussi que le PDG a eu un moment de flottement. Oui. Parce que c'est le même PDG qui, avant l'élection d'août 2023, disait exact. Ali Bongo est apte à diriger le parti. Exact. Et là, c'est le même PDG qui, qui n'était plus apte à diriger. Donc, il y a eu ces petits... Voilà. Mais hormis cela, ce qu'il faut dire, c'est que le PDG vient d'achever. Je ne suis pas avocat du PDG, loin du tout, je ne suis même pas adhérent. Mais ce que je dis, c'est que au vu de ce qui est fait, au vu des efforts de restructuration qui sont faits par les dirigeants actuels du PDG, il faut dire que c'est un gros travail. Parce que
après plus de 5 décennies à la tête du parti, à la tête d'un pays, ouais. ayant posé les bases du pouvoir avec plus de 300 fédérations sur le territoire national, ouais. il faut dire que, quoi que l'on puisse dire, aujourd'hui, historiquement et symboliquement, le Parti démocratique gabonais reste une grosse machine Oui. sur l'échiquier politique. D'accord. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette tentative de déstabilisation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les législatives sont à l'horizon, oui. les locales aussi. Peut-être que le PDG peut tirer des bons fruits de ces élections-là. Parce que le PDG est encore ancré dans les mémoires de plusieurs militants, de plusieurs Gabonais. On ne va pas dire ici que le PDG est rejeté par tous les Gabonais non plus. Non, il y a des militants, il y a des PDGistes, il y a une frange de la population qui reste attachée aux PDGistes et aux PDG, aux valeurs de tolérance, paix et dialogue qui sont véhiculées par le PDG, d'accord. Mais maintenant, il y a nécessité pour le PDG de se réorganiser et de se réinventer. C'est ce travail-là certainement que font actuellement les dirigeants actuels du parti. Donc on va essayer de nommer cela comme étant une tentative de déstabilisation en plein processus de restructuration émané par le président du PDG, Blaise Louembe. De ce fait-là, que peut-on dire donc du PDG? Est-ce que ce n'est pas cette sortie médiatique d'Ali Bongo? Ne va-t-elle pas agir sur la conscience et la motivation des militants? Effectivement, il faut dire qu'il y a aussi ces militants qui sont restés attachés à Ali Bongo. Il y a toujours des amis, il y a toujours des cadres aussi qui sont restés attachés à Ali Bongo. Mais est-ce que c'est sur la base de cet attachement familial, amical, que ces derniers vont décider justement de tourner le dos au PDG? Voilà la question qui se pose. Ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de conflit, en termes de gestion de conflits des partis politiques, la loi sur les partis politiques, le code civil, les statuts du parti, le règlement intérieur du parti agissent pour régler ces genres de gestion, de gestion interne, de crise interne. D'accord. Et la justice peut être saisie par les services compétents, notamment le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur peut saisir les juridictions compétentes, d'accord, afin par exemple de se prononcer sur une suspension d'activité ou encore une dissolution du parti. D'accord. Mais là, on n'a pas encore atteint ce niveau parce que, ayant discuté, échangé avec certains cadres du parti, ces derniers se réservent le droit justement d'ester en justice le camp Ali Akbar Onanga, qui prévoit d'ailleurs une réunion au niveau du parti. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont les clés pour avoir accès aux locaux du siège du Parti démocratique gabonais? Non. Mais là, encore une fois, il risque d'y avoir, là encore, une tentative de trouble. D'accord. Mais j'espère que ce ne sera pas trouble à l'ordre public parce que là... ça fera appel à d'autres voilà. questions. Oui. Voilà, parce que là, maintenant, le ministère de l'Intérieur, notamment la police, les gendarmes et tout, peuvent agir. Parce que ce serait simplement intrusion dans un local qui ne vous appartient pas. Est-ce que finalement, M. Ayrton Senna, M. Ali Akbar Onanga, ayant des ambitions politiques, est-ce que n'a-t-il pas, on a envie de dire, entre guillemets, soudoyer l'ancien président en vue de pouvoir avoir une couverture politique pour sa candidature? Ali Akbar Onanga est conscient de la machine que représente le PDG. Exact. D'accord. Ce sont des milliers d'adhérents. Ce sont des bases solides en matière de politique sur l'ensemble du territoire national. Et ça reste le véritable concurrent. Mais peut-être l'affirmer ici, étant ressortissant de la même contrée que ce dernier, je pourrais vous dire que même chez lui, Ali Akbar en réalité est désavoué maintenant. D'accord. Aujourd'hui, Ali Akbar, sur le plan politique, est désavoué par ses propres militants dans son fief politique. D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'interrogerait, est-ce que c'est la seule issue finalement qui s'offre à Ali Akbar pour pouvoir se redorer une certaine image? D'accord. C'est certainement peut-être... Voilà, c'est peut-être sur ce point-là qu'il tenterait le tout pour pouvoir exister encore politiquement.
Voilà. D'accord. Donc, nous ne sommes pas des militants du Parti démocratique gabonais. Nous faisons une analyse objective, s'appuyant sur des textes juridiques. Et donc, là, M. Ayrton Senna, pour finir, exemple, sur ce sujet, qui de M. Blaise Louembe et de M. Ali Akbar Onanga Yobege bénéficie de la légitimité totale du Parti démocratique gabonais? Je vais te reposer une question. Qui de Ali Akbar et Blaise Louembe détient les clés du siège de lui? Très bien. Question qui reste encore à qui détient les clés? Nous disons Blaise Louembe. Ok. Donc c'est lui qui a la légitimité. Puisque dans toutes les provinces, les 9 provinces que les cadres actuels ont eu à effectuer, ils n'ont été refoulés nulle part. Nulle part, exact. Les militants n'ont eu à désavouer nulle part. Donc c'est la preuve que Blaise Louembe, effectivement, actuellement, détient, sinon est plébiscité par les militants, est reconnu par les militants en tant que président du parti. Parce que si ce n'était pas le cas, les cadres du parti, les militants, les adhérents, auraient refoulé Blaise Louembe partout là où il est arrivé, avec sa délégation. Or, qu'est-ce qu'on a constaté? Même dans le Haut-Togo, fief politique de Ali Bongo Ondimba, sinon ancien fief politique d'Ali Bongo Ondimba, et province de l'ancien cadre du parti Ali Akbar Onanga, dans cette province-là, le PDG a été vivement accueilli au niveau du CS Mamadou Léo, là où s'est passé justement leur cérémonie. D'accord? C'est d'ailleurs en passant, ils disent, les PDGistes, sinon le parti reconnaît que le PDG dans le Haut-Togo a eu la palme d'or. Le PDG, le Haut-Togo a eu la palme d'or en termes d'accueil, en termes de mobilisation. Donc c'est la preuve justement que Blaise Louembe actuellement, pour les militants du Parti démocratique gabonais, pour les cadres du Parti démocratique gabonais, est celui qui est légitime en termes de dirigeant, en termes de président du parti. Très bien. Donc vos argumentations ravivent quelque peu notre mémoire et nous emmènent à revoir un communiqué du Parti démocratique gabonais qui disait même aussi que M. Ali Akbar Onanga Yobege adressait sa démission au sein de ces partis. Mais vois-tu, c'est ce qu'on dit, que c'est un peu comme ce qu'a vécu l'UPG. D'accord? Bien qu'aujourd'hui les deux parties prenantes soient en train de dialoguer et négocier pour pouvoir recréer, sinon de poser les bases des efforts conjoints de rallier et de réconciliation. Mais Ali Akbar, aujourd'hui, on n'est pas à son procès. Il faut dire ça aussi aux internautes. Mais aujourd'hui, peu de militants se reconnaissent en Ali Akbar. C'est ça le problème. Peut-être que si ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait pris. Mais là, peu de militants, peu de cadres du parti ont adhéré au combat, à la vision portée par Ali Akbar. Et certains s'interrogent même en coulisses si les cachets utilisés et la signature sont effectivement pour cette désignation, cette nomination en tant que nouveau leader du parti. Est-ce que les cachets, les signatures utilisées sont ne sont pas des cachets et des signatures légales, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Vraiment, merci M. Ayrton Senna pour ces éclaircissements. Donc on peut retenir que Blaise Louembe est le président légal du Parti démocratique gabonais et que la communication que nous avons assistée via nos confrères qui ont diffusé, notamment la prise de parole de l'ancien chef d'État. Donc, c'était juste une tentative de dissuasion. Nous pouvons le comprendre ainsi. Alors, M. Ayrton Senna, nous touchons maintenant un sujet société. C'est un homme au nom de Pierre Mouegaya qui a été emprisonné 8 années de sa vie de manière injuste et qui a retrouvé, on peut dire comme ça, la liberté le dimanche 20 juillet 2025 par le procès mené par la cour criminelle. Mais monsieur Mongo, 8 ans, c'est toute une vie quand même. Oui, 8 ans, c'est toute une vie. 8 ans, c'est quand même assez énorme. D'accord? Surtout apprendre après que l'on est acquitté, que finalement, les accusations qui portaient à notre encontre
sont nuls. C'est vraiment... Je ne sais pas comment on peut se sentir. C'est vrai, c'est un soulagement, c'est aussi un sentiment d'injustice qui pèse. Exact. D'accord? Et là, c'est ce procès-là qui, en réalité, n'est pas le premier de ce genre. Il révèle les carences, sinon les failles de la justice gabonaise. Exact. Voilà, donc c'est l'occasion ici vraiment d'attirer l'attention de nos services compétents, sinon du ministère de la Justice. Donc c'est là vraiment une occasion d'attirer les services compétents, donc le ministère de la Justice, parce que ce genre de procès met en lumière les dérives de l'ancien système judiciaire gabonais, on peut le dire comme ça, parce qu'à l'heure de la transition ou encore à l'heure de la 5e République, il est prôné ici justice pour tous. Bien sûr. Égalité pour tous. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'il faut dire, c'est que avec cet acquittement, déjà, c'est la loi sur la détention préventive exact. Qui est mise en avant ici. Sinon, qui est quasiment dénoncée ici. Parce que en République gabonaise, on ne peut pas faire plus de 2 ans emprisonné sur la base d'une détention préventive. D'accord? Mais là, on a 8 ans sans être jugé. Première chose. Ça révèle que au sein de nos prisons, ils sont des milliers à ne pas être jugés, mais qui dépassent même la loi, qui dépassent même les délais fixés par la détention préventive. Exact. Certains se retrouvent avec 5 ans sans être jugés, 8 ans sans être jugés, 10 ans sans être jugés, mais sont toujours emprisonnés. Alors que la loi sur la détention préventive exige que ça n'aille pas au-delà de 2 ans. Ça montre aussi que nos prisons sont en effectif pléthorique. Et qu'effectivement, il faut désengorger les prisons. Pour avoir une meilleure visibilité sur chacun des cas. Effectivement. Maintenant, Monsieur Pierre Mwegaya, la loi est claire aussi en matière de code de procédure pénale, notamment en l'article 146. Il pourrait saisir effectivement les services compétents pour être dédommagé. Très bien, justement, c'est là où nous en venons. Vous nous coupez toujours de l'herbe sous les pieds. Et donc là, la loi prévoit-elle une attaque de ce dernier vers ses détracteurs? Oui, oui. En clair, en matière criminelle, on peut, selon le code, sinon selon l'article 146 du code de procédure pénale, une indemnité, d'accord, peut être accordée à la victime d'une détention préventive, d'accord. Mais il faut que la procédure ait justement, à l'issue du procès, il faut que l'on retienne qu'il y a eu acquittement et non condamnation. Il faut qu'il ait été acquitté, d'accord. Mais au-delà de tout, il faut qu'il y ait eu un préjudice moral ou matériel assez grave. Ça veut dire que, par exemple, si M. Pierre travaillait, c'était un fonctionnaire, et finalement, il s'est vu être radié de la fonction publique. Il a perdu peut-être sa maison. D'accord? Ça, c'est un préjudice assez grave pour lui. Parce que déjà là, sans travail, alors que c'est peut-être... Il va falloir la réinsertion. D'accord, voilà. Il a perdu sa maison. Peut-être c'est sa femme aussi. Voilà. Moi, je me rappelle, je crois que c'est M. Blaise Wada, effectivement, qui, après des années d'emprisonnement, finalement, s'était vu être acquitté. Et lui, en retour au sorti de prison, il avait clairement esté l'État gabonais en justice pour réparation. Exact. Donc, la loi, le code de procédure pénale en son article 146, prévoit cela. Donc, quand même, on peut dire que préjudice moral y est parce que 8 années, ce monsieur est père de famille, donc il a raté des moments importants de la vie de ses enfants, mais aussi il a manqué peut-être de porter assistance à sa compagne ou son épouse s'il est marié pendant des situations assez difficiles ou douloureuses. Il faut le dire quand même. Et on ne peut pas se limiter seulement en étant agent de la fonction publique, même s'il était agent du privé. Privé même, effectivement, bien sûr. Il faut avoir perdu son travail comme ça. Bien sûr, bien sûr. Donc, la loi est pour tout le monde. Il revient justement à M. Pierre Mwegaya de voir ce qu'il peut faire ou bien de voir ce qu'il pourrait faire à ce niveau.
Mais encore une fois, là, ce sont des failles, des carences justement de la justice, pas de nos textes, parce que les textes sont clairs. Donc, on devrait les appliquer. Or, lorsque on a des magistrats aussi qui font grève pendant des mois, on a des avocats qui font grève, ça retarde aussi les procès. C'est à ce niveau-là. Donc, il faut un peu d'humanisation, sinon il faut humaniser notre justice. C'est le combat d'ailleurs que nous saluons de SOS prisonniers qui ne ménage aucun effort afin d'attirer l'attention des autorités compétentes en matière de procédure judiciaire, qu'il faut humaniser nos prisons, mais il faut humaniser aussi la justice. Mais tu vois, à ce niveau encore, l'article 148 du Code de procédure pénale est clair aussi. Ça veut dire que l'État gabonais, sinon la Cour criminelle, pourrait aussi rester en justice les témoins, les dénonciateurs dans cette affaire. Parce que l'homme ayant été emprisonné, dénoncé, accusé pour des faits qu'il n'aurait pas commis. D'accord? Et en retour, puisque la justice peut-être s'est basée sur des accusations, des témoignages de certaines personnes, qui finalement la Cour criminelle a décidé que ces accusations et ces témoignages sont faux. Oui, parce qu'on a lu l'article qui disait que les accusations étaient pleines de contradictions. Mais voilà, en retour, l'article 148 dispose aussi que la Cour, sinon l'État gabonais, pourrait traduire en justice ces derniers qui ont fait preuve de faux témoignages et de fausses accusations. Très bien, preuve de faux témoignages et de fausses accusations. Est-ce que, par exemple, là, le système judiciaire ayant commis ce genre de bavure prévoit, par exemple, la réinsertion, faciliter la réinsertion de ce prisonniers? Il se pourrait que là, c'est sur arrangement. D'accord. Ça veut dire que il y a la Cour d'appel, la Cour de la cassation, tous ces services compétents là pourraient être mis en contribution pour justement proposer, d'accord, parce qu'il y a négociation avant chaque procès ou bien avant que M. Pierre Mouegaya, par exemple, décide de porter plainte par exemple à l'État et tout. En amont, il pourrait y avoir une négociation pour dire que bon, voilà, M. Pierre, nous sommes fourvoyés, voilà, la justice est fourvoyée, nous reconnaissons que l'État, sinon la justice est fourvoyée, mais voilà ce que nous vous proposons. Une réaction peut-être professionnelle, peut-être une indemnisation à hauteur de tant de sommes, tant d'enveloppes, et puis afin que vous décidez justement de ne pas rester en justice, justement l'État gabonais. Donc, cela est possible. Il revient simplement au parti de s'asseoir et de définir des contours. Voilà, de définir les contours, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui tournent autour de ce sujet. On peut parler de la santé de ce monsieur. Nous connaissons les conditions exécrables, j'y arrive, dans lesquelles les prisonniers vivent dans nos prisons. Et donc, nous sommes heureux pour vous, monsieur Pierre Mouegaya, de ce que vous avez été acquitté. Mais maintenant, nous vous souhaitons bon vent et bon rétablissement, surtout du point de vue psychologique. Merci monsieur Ayrton Senna, et nous finissons donc cette partie d'analyse, de commentaires, de décryptage de l'actualité avec le sujet suivant des casernes de sapeurs-pompiers modernes, une ambition du chef de l'État pour les 9 provinces du Gabon. Mais avant l'élément de décryptage, regardons ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Cité résidentielle rénovée des sapeurs-pompiers de la Nomba, la cérémonie a débuté par les honneurs militaires, suivie d'une remise de décoration à 10 agents du corps des sapeurs-pompiers. Ces derniers ont été distingués par la médaille de reconnaissance des forces armées, saluant ainsi leur engagement et leur bravoure au service de la nation. Entièrement réhabilitée, la cité construite en 1986 n'avait jamais connu de rénovation depuis sa création. Les travaux lancés en janvier 2024 ont permis de moderniser en profondeur l'ensemble du domaine. 33 duplex ont été restaurés, un poste de sécurité, un économat, une garderie, une aire de jeu, un espace vert et une voirie de 2 km ont été aménagés. Ce projet s'inscrit dans la volonté affirmée du président de la République d'offrir un meilleur cadre de vie aux forces armées gabonaises. Après 1 an et demi, le résultat est là. Une cité résidentielle rénovée dans tout son éclat.
Elle s'impose à tous les regards, dans la clarté des murs remis à neuf, dans la solidité retrouvée des bâtis, dans le souffle nouveau qui traverse désormais la cité de Nomba. Vous n'avez pas seulement restauré la dignité d'un cadre de vie, vous avez aussi restauré la dignité du sapeur-pompier. Mieux, vous avez restauré la dignité humaine. Moment fort de cette cérémonie, la remise symbolique des clés de logement réhabilités, mais aussi de 16 véhicules opérationnels destinés à renforcer les capacités des casernes implantées dans plusieurs provinces du pays, notamment dans le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Vindo, la Gungounié, la Nyanga, l'Ogooué-Lolo. Un geste salué par les bénéficiaires à travers le discours du commandant du corps des sapeurs-pompiers. Qu'il me soit permis d'exprimer une fois encore notre profonde et totale gratitude pour l'attention concrète, soutenue et stratégique que vous portez à la condition des sapeurs-pompiers. Oui, ce que nous recevons aujourd'hui dépasse ce que nous avions laissé. Et ce que nous retrouvons est plus qu'un logement. C'est une maison consolidée, une dignité réaffirmée, une promesse tenue. L'inauguration s'est conclue par la coupure symbolique du ruban marquant l'ouverture officielle de la cité. Le président de la République a ensuite effectué une visite guidée des nouvelles installations. Cette inauguration illustre la dynamique enclenchée par le chef de l'État de redonner ses lettres de noblesse à nos forces de défense et de sécurité dans un esprit de reconnaissance, de modernisation et de proximité avec les hommes et femmes en uniforme. Alors, Monsieur Omongo, doter les 9 provinces des casernes des sapeurs-pompiers, on va dire, modernes, est une ambition assez noble, stratégique et sanitaire quand même de la part du chef de l'État. Je dirais même que c'est une décision historique. On va me dire, tu aimes bien historique, ouais. Mais c'est une décision historique pour notre pays parce que jusqu'à il y a 3 ans, 4 ans en arrière, il y avait peut-être que 4 à 5 provinces qui étaient dotées d'une caserne de sapeurs-pompiers. Donc tu vois la dimension nationale, la dimension historique même de cette décision de vouloir doter l'ensemble du pays de bases ou sinon des casernes de sapeurs-pompiers. C'est une vision infrastructurelle portée par le chef de l'État, Brice Clotaire Oly Nguema. Il faut dire que cette décision sociale, c'est une décision sociale qui aura un impact assez énorme sur le quotidien des habitants. Exactement. Même si on s'amuse souvent à dire les sapeurs-pompiers, quand ils arrivent, ils n'ont jamais d'eau, ils ont toujours des problèmes de machin et tout. Mais au-delà de tout, il faut savoir que les sapeurs-pompiers, leur rôle ne se limite pas à traiter les incendies. Ils ont aussi le rôle de secouristes lors des accidents. C'est pourquoi vous voyez souvent les agents des sapeurs-pompiers sur les scènes, sur les zones où il y a eu des accidents. D'accord? C'est parce qu'ils sont aussi formés pour les soins de première nécessité. D'accord? Ils sont formés pour le premier secours. Voilà. Et finalement, c'est une ambition qui actuellement a déjà permis à 7 provinces d'être déjà dotées de casernes de sapeurs-pompiers. Ceux de Lambaréné et de Timbanga sont en voie de finition. D'accord? C'est la preuve, une fois de plus, que le chef de l'État ne se limite pas aux mots. Il pose des actes. Là, ce sont des équipements aussi qui ont été attribués, donnés, partagés à ces zones-là. Et on ne peut que se réjouir. Mais aussi souhaiter que les casernes de sapeurs-pompiers ne se limitent pas aux villes, sinon aux capitales provinciales. D'accord? Il y a d'autres villes aussi qui en ont besoin. Quand tu vas aller en Dendé, voilà, il faut bien sûr que ces casernes de sapeurs-pompiers-là soient aussi dans les chefs-lieux de département pour que l'on puisse réellement aussi... Et tu vois, je vais peut-être chuter là. C'est aussi un levier d'emploi. Puisque ce sont des personnes qui sont embauchées. Ce sont des Gabonais qui sont embauchés. Ce sont des hommes et des femmes qui sont embauchés pour justement aller occuper les postes vacants dans les provinces. Donc il faut inviter aussi nos amis, nos frères, nos chers confrères, nos compatriotes à aimer aller en province pour travailler.
Très bien. À aimer aller en province pour travailler, il faut dire aussi donc que le déploiement de ces casernes de pompiers partout dans le territoire national permettrait ou favoriserait aussi un recrutement massif. Mais bien sûr. C'est un recrutement justement stratégique afin que toutes les provinces justement bénéficient des efforts, sinon des missions nobles qui sont dévolues aux sapeurs-pompiers. Très bien. Donc, merci Monsieur Ayrton Senna. Nous comprenons donc que les sapeurs-pompiers ne se limitent pas seulement aux arrêts des incendies, mais ils portent aussi secours et assistent des personnes gravement blessées ou accidentées quelque part. Et donc, merci Monsieur Ayrton Senna. C'est sur cet élément que se clôture notre première partie de l'émission portant sur l'analyse et le décryptage de l'actualité. Nous remercions Monsieur Ayrton Senna pour ses commentaires, analyses avisées. Merci Monsieur. Merci, c'est moi qui te remercie. On est à la maison. Merci. Donc nous partons pour notre deuxième sujet, mais notre deuxième partie, pardon, j'y arrive de l'émission, mais nous marquons la transition avec la question du jour. La question du jour est la suivante. Pensez-vous qu'il y ait une justice pour les pauvres et une autre pour les personnes aisées ou encore pour les personnes riches? Les tentatives des réponses de cette question avec un micro-trottoir de Monsieur Tommy Ngamami. Regardons. Le pauvre est pauvre, le riche est riche. Mais qui va aller s'occuper de pauvres? Le riche, même si le pauvre a raison, le riche rentre au bureau, il mise là-bas et puis c'est fini. Le pauvre est toujours banalisé. C'est comme ça. Donc, en aucun cas, le pauvre n'aura jamais raison devant la justice. C'est comme ça. Si un ministre ou, je ne sais pas, un sénateur ou un député, son fils a fait une gaffe, il va laisser son fils aller en prison. Il sortira dessus, il fera tout ce qui est possible déjà à cause du nom, à cause de sa renommée. Il ne permettra pas cela. Et il aura tous les moyens financièrement. Il prendra des avocats. Mais le pauvre, il aura quel argent pour prendre un avocat? Le pauvre, déjà même pour subvenir aux besoins à la maison, manger c'est compliqué. Donc je ne vois pas son parent chercher des sous pour dire qu'il viendra prendre l'avocat à son fils. Bon, pour nous qui n'avons rien là, on n'a pas d'argent, rien. Moi je dis, bon, notre parole compte pour tout. Et pourquoi? Vous voyez, quand vous avez l'argent, les moyens, vous pouvez acheter même tout, vous pouvez tout acheter. Est-ce que vous voyez un peu? Mais toi qui n'as rien, quand tu veux faire entendre ta voix, sincèrement, quand tu n'as pas les moyens pour faire appuyer ça, il n'y a rien. Celui qui est au-dessus, qui a tout, il va prendre le contrôle, il va toujours gagner sur nous. C'est pourquoi je crois qu'au Gabon, il y a une justice pour les pauvres et pour les riches. Nous, les pauvres, on a juste besoin de nous. C'est pour certaines choses à prendre, nous jette le balango. Mais sincèrement, c'est la vie, on va faire comment? Ce sont des choses qui se sont toujours passées réellement, puisque on a aussi des proches qui ont eu toujours ce genre de... Lorsqu'il se trouve peut-être devant un riche, et le plus souvent, il n'a pas de suite en fait, du fait que s'il a un problème, il tombe devant un riche, il est banalisé en fait. Aujourd'hui, on comprend que la justice existe seulement pour les pauvres. Quand tu n'as pas l'argent, on va te juger. Si tu as l'argent, tu peux faire de la justice ce que toi tu veux. Alors, c'est pas ça. La justice, elle est naturelle. Parce que l'homme même sera jugé devant Dieu. Mais pourquoi ne pas faire la justice comme Dieu le veut? Le riche, parce qu'il a les moyens, il a la possibilité de se défendre. Le pauvre, le fait d'être pauvre, déjà, c'est une faiblesse. Parce qu'il n'y a pas... il n'a pas vraiment... en fait, la justice va se pencher directement du côté du riche. Le pauvre n'est pas vraiment... Il va se sentir lésé. Et ça, même si que ses argumentaires ou sa position, elle est juste, elle ne sera pas vraiment mise en avant. Dernière
partie de l'émission, c'est le Focus People et c'est maintenant avec les bons plans et ce qui fait le buzz. Pour l'animation de cette chronique, nous recevons sur ce plateau mademoiselle Suzanne Nanette Olagui. Mademoiselle, bonjour. Bonjour Teddy. Bienvenue sur le plateau. Merci, c'est un plaisir. Bien, plaisir partagé. Et le week-end, c'est bien passé? Ça a été, merci. J'étais un peu fatiguée, mais ça va. Good. Donc, début de la semaine, c'est toujours un peu comme ça. Alors, donc, nous sommes avec vous pour les bons plans et ce qui fait le buzz. Donc, nous vous écoutons simplement. Alors, aujourd'hui, avec deux sujets brûlants entre joie de mariage pastoral et drame familial sur TikTok. Voici ce qu'il ne fallait pas surtout manquer ce week-end. Très bien. Restez toujours captés sur votre téléphone. Il y a toujours un buzz, une bonne nouvelle ou des mauvaises nouvelles. Ça peut arriver qu'il y a des mauvaises nouvelles. Nous partons, nous prenons nos pieds, nous quittons le Gabon pour nous retrouver à Kinshasa cette fois-ci, où l'église, la compassion nous redonne le sourire après un an. Je dis bien après un an, dont, comment dirais-je, avec les cœurs un peu meurtris par la perte de notre maman Blanche Tunazi, le pasteur Marcelo a décidé de se remarier. C'est ainsi que hier, dimanche bien sûr, après le culte, au niveau des annonces, un des fidèles a annoncé le mariage du pasteur Marcelo avec la sœur Esther Aïcha, qui se tiendra ce mercredi 23 juillet 2025. Je tiens à souligner que le pasteur Marcelo Tunazi s'est marié aussi le 23 juillet 2006 avec Maman Blanche. Ouais, nous nous interrogeons si cette date, c'est une date mémorale ou bien, voilà. On va aller par les émotions. Nous savons que l'être humain juge toujours tout. Que ce soit bien, que ce soit mal, l'être humain juge. Certains sont un peu fâchés contre le pasteur Marcelo parce qu'ils estiment qu'il n'a pas encore fini de vivre son veuvage. Qu'il ne doit pas se marier, il ne doit pas se remarier. Pour eux, ils voudraient qu'il reste peut-être dans, comment dirais-je, dans la carapace de l'homme qui vit son deuil. Alors que d'autres sont d'accord du fait qu'il a fini de vivre son veuvage. Il est temps pour lui de passer à l'étape supérieure. Voilà, donc pour moi, ma part d'abord, avant d'aller à votre part, monsieur Teddy, j'estime qu'il a fini de vivre son veuvage. Il y a d'autres qui disent que, comment dirais-je, il y a une phrase qu'on dit à la mairie, pour le meilleur, pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Je pense que la mort a séparé Maman Blanche et pasteur Marcelo. Il n'a pas dit qu'il n'aimait plus sa femme, il n'a pas dit qu'il ne repensait plus à sa femme. Mais je pense qu'il est temps pour lui de passer à autre chose, donner un nouveau visage maternel à ses enfants. Et voilà, parce que les enfants ont forcément besoin d'éducation maternelle. Et toi, Teddy, qu'est-ce que tu en penses? Ben, je fais mienne votre argumentation. La Bible que nous lisons tous, même dans son livre d'Ecclésiaste, nous dit qu'il y a un temps pour toute chose. Donc il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se rebâtir. Et je crois que l'heure est arrivée pour le pasteur Marcelo Tunazi de pouvoir se reconstruire, donner ce visage, comme vous disiez, maternel à ses enfants, d'apporter un équilibre dans son ministère. C'est très important parce qu'il n'a pas fait vœu de chasteté, il faut le dire. Il n'a pas dit qu'il pouvait vivre sans la femme, non. Donc il a aussi des besoins d'hommes, d'humains, qui devraient satisfaire. Alors le message est clair, aimer même après les tempêtes est un acte de foi. Et ce mariage envoie à une note positive, surtout à ceux qui pensent que les hommes de Dieu doivent renoncer à leur bonheur personnel. Alors bravo au pasteur Marcelo et tous nos vœux de paix et de bonheur. Et voilà, nouveau départ à vous. Vraiment bravo au pasteur Marcelo, vous avez toute notre bénédiction. Alors Teddy, avant d'aller au deuxième sujet, j'aimerais te poser une question. D'accord, j'écoute. Faut-il toujours tout dire à sa famille, même si certains liens sont fragiles? Bon, il faut dire que ce qui se dit tout haut finit par être brisé. Donc par moment, il faut être discret. Alors, réussir en silence quand le succès devient une faute familiale. Le week-end, durant le samedi jusqu'à aujourd'hui, les réseaux ont été vraiment perturbés par une scène troublante qui a vraiment traumatisé tous ceux qui ont regardé ces vidéos. Je ne sais pas si Teddy, vous avez pris la peine de regarder, mais bon, je vais en venir au fait. Voilà. Durant la proclamation du second tour au baccalauréat, félicitations déjà à tous nos bacheliers, nous avons constaté que une jeune fille qui se nomme Margabelle sur les réseaux, qui déjà a eu une audience vraiment pertinente par son vécu. Déjà félicitations aussi à toi Margabelle parce que voilà, félicitations. Mais je disais, cette vidéo a fait le tour de TikTok simplement parce que Margabelle en plein live a dit qu'elle était admissible et elle a obtenu son bac au second tour. Mais elle, ayant dit à sa belle-mère, qui est la femme de son père, qu'elle n'avait pas eu le bac, sa belle-mère décide de monter soi-disant en live pour exprimer son mécontentement.
Et de là, par ses dires, elle ose dire à Margabel qui est la fille de son mari. Donc, elle fait aussi sa fille. Voilà, elle fait aussi sa belle-fille. Elle ose dire en plein live, devant tous ceux qui étaient connectés. Je vous rappelle que plus de 500 000 personnes étaient connectées à ce live, simplement pour féliciter la petite. Alors, et elle dit ceci: apprête la valise dans laquelle tu vas abandonner ce diplôme-là, parce que ça va rester là-bas toute une vie. Tu peux me traduire ces propos, monsieur Teddy? Non, difficile. Difficile. C'est simplement méchant. Voilà, c'est méchant parce qu'elle veut simplement dire à la petite que ce diplôme ne te servira à rien, que Marie, que tu as le bac, tu ne vas rien faire de ta vie avec ce diplôme, tu vas toujours errer, tu vas toujours faire ce que tu fais sans l'utilisation de ce diplôme. C'est troublant parce que moi, en tant que belle-mère, je ne pense pas qu'un jour je pourrais dire ce genre de choses à l'enfant de mon mari, parce que je stipule que la femme est mariée au papa de la petite. Donc c'est vraiment méchant. Mais au-delà de l'émotion, cette histoire soulève 2 points importants. Le rôle délicat de la belle-mère. Dans une famille recomposée, chacun doit apprendre à trouver sa place. Une belle-mère n'est pas l'ennemi, mais elle n'est pas toujours perçue comme une vraie mère non plus. D'où cette zone grise, souvent source de tension. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends très bien. Lorsqu'il y a manque de communication ou de confiance, les gestes les plus simples, comme ne pas annoncer ses résultats, peuvent être interprétés comme des provocations ou du mépris. Elle estime peut-être que la petite ne le considère pas, que la petite estime qu'elle n'est pas sa mère. Voilà, beaucoup de choses. Mais c'est justifié. Mais est-ce justifié d'exposer une telle affaire sur les réseaux sociaux? C'était pas nécessaire, monsieur Teddy. Qu'elle monte sur le live, elle exprime son mécontentement devant plus de 5000 personnes. Je pense que même si elle a agi dans l'émotion, excusez-moi, belle maman, même si vous avez agi dans l'émotion, parce qu'après peut-être vous êtes assis, vous avez dit non, mais pourquoi j'ai fait ça? Même si vous avez agi dans l'émotion, 5000 personnes ont eu à regarder ce live. Et ces propos ont frustré et la concernée et tous ceux qui regardaient le live. Parce que maintenant, même si vous avez raison de la faire, on dira que vous êtes injuste et mauvaise. Et le deuxième point que cette affaire soulève, c'est la discrétion. Une force mal comprise en fait. Dans un monde où tout s'affiche, tout se filme, tout se partage, choisir la discrétion est presque devenu un acte de rébellion. Pourtant, la discrétion n'est pas synonyme de honte ou d'égoïsme. C'est parfois une protection, une pudeur ou simplement un choix personnel. On ne sait jamais ce qui pousse une personne à garder certaines choses pour elle, un passé difficile, des relations tendues ou simplement l'envie de savourer une victoire en silence. Mais aujourd'hui, la discrétion dérange. Elle suscite la suspicion. Et c'est tout là le paradoxe. Tout le monde confond tout. On encourage la réussite, mais on exige qu'elle soit partagée à voix haute. Sinon, elle devient suspecte. Lorsque vous avez un diplôme, lorsque vous venez peut-être d'obtenir le bac, toi qui ne publies pas, on va peut-être dire que vu que je t'ai dit que j'ai eu le bac et je n'ai pas publié, tu vas estimer que je mens. Parce que de nos jours, on sait que si je viens de me marier, j'ai envie de poster. Si j'ai fait mon anniversaire, j'ai envie de poster. Si j'ai un diplôme, forcément, surtout au niveau diplôme, là, on sait qu'on aura envie de poster. Alors si je ne poste pas, ça signifie que je suis devenue une menteuse. Bien même que je pouvais simplement garder mon diplôme en poche, en sachant, autant pour moi, que ça pourrait me servir plus tard. Donc, monsieur Teddy, j'ai encore une question pour toi. Les réseaux sociaux, autant pour moi, sont-ils devenus l'endroit légitime pour régler nos conflits intimes? Parce que, hormis l'histoire de Magabel, nous voyons plusieurs conflits qui se règlent maintenant sur les réseaux sociaux. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit le vol, peu importe, on remarque que les réseaux sociaux sont devenus les tribunaux. Donc, il y a le nom d'un auteur qui me fait défaut, du moins dans ma mémoire, ne retrouve pas rapidement, mais qui a dit ceci: les réseaux sociaux sont une plateforme qui a donné la parole même aux imbéciles. Pour ma part, ça voudrait donc dire que ces personnes qui décident de traiter leurs conflits sur les réseaux sociaux n'ont pas assez de cran, n'ont pas assez de courage, ne sont pas assez, j'ai envie de dire quoi, ne sont pas assez fiers d'elles pour pouvoir affronter leur adversaire et de traiter leurs problèmes vis-à-vis. Donc les réseaux sociaux, des fois, c'est pas la vraie vie qu'il y a aussi là-bas. Alors, c'est fini pour mes 2 sujets de buzz. Maintenant, nous tournons du côté des bons plans. Bons plans. Là, je viens avec des annonces de travail. Très bien. Appel aux candidatures. Les postes recherchés: ingénieurs en mine, en mécanique, en électricité, etc. Des géologues, des spécialistes en environnement et des informaticiens. Les conditions sont: être gabonais, résider au Gabon, avoir entre 18 et 33 ans. Être disponible pour une mobilité internationale. Je répète, l'âge 18 et 33 ans. Être disponible pour une mobilité internationale. Expérience professionnelle non obligatoire. L'anglais est un plus.
Tu n'es pas obligé d'apprendre de connaître l'anglais, mais c'est un plus en fait dans ton dossier. Voilà, dossier de la candidature, nous avons un CV, des diplômes, des pièces d'identité, des certificats de travail, si expérience bien sûr, et acte de naissance avec photo. La date limite des dossiers est le 7 août 2025. Je réitère, les conditions pour donner votre candidature, il y a être gabonais, résider au Gabon, avoir entre 18 et 33 ans, être disponible pour une mobilité internationale, expérience professionnelle qui n'est pas obligatoire, avec l'anglais qui sera comme un surplus. Je rappelle que c'est PNPE qui lance cet appel aux candidatures. Très bien, donc c'est l'appel à la candidature du PNPE qui recrute donc sur des profils assez diversifiés qui ont été énoncés ici par mademoiselle Suzanne Nanette Olagué. Merci mademoiselle pour ces beaux plans et ce qui fait le buzz. Mais avant de marquer un terme à notre émission, nous passons à la minute des grandes assises de la jeunesse gabonaise. Ensemble, regardons ce spot publicitaire. Au parrainage du président de la République gabonaise, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Wabuna, la Synergie nationale des jeunes cadres et l'Appel des Neufs organise les grandes assises de la jeunesse gabonaise. 4e édition. Thème, la réappropriation des secteurs clés de la croissance nationale pour la construction d'une 5e République dynamique et prospère. Les conférences et formations. Des commissions de réappropriation des secteurs stratégiques du 1er au 25 juillet, le forum des innovations de la jeunesse, le 26 juillet, le gala de la jeunesse entreprenante, le 2 août, le Big Match national, le 3 au 30 août, du 1er juillet au 30 août 2025, inscrivez-vous sur www.gag2025.com. Les grandes assises de la jeunesse gabonaise, 4e édition. Infoline au plus 241 74 25 65 38 ou au plus 241 66 37 15 71. Gage 2025. Réapproprions-nous le Gabon. Les réflexions ont débuté, le travail est de mise déjà et de plein pied aux grandes assises de la jeunesse gabonaise, la 4e session. Vous pouvez donc participer et vous pouvez toujours vous inscrire dans les commissions et faire valoir vos réflexions. Nous rappelons aussi qu'il y a les inscriptions du grand Big Match national et donc les inscriptions se poursuivent. Il suffit simplement de vous rendre au Carrefour Gigi, juste après l'immeuble de la CNSS, il y a le bâtiment de Move Africa Gabon Télécom. Nous nous situons juste à l'étage et donc vous pouvez procéder à l'enregistrement de votre équipe et au paiement des frais de participation. Merci de nous avoir suivis mesdames et messieurs et donc nous mettons terme à cette émission avec le mot du jour. Le mot du jour est le suivant, abstem. Abstem. Le mot du jour c'est abstem. Ce mot désigne une personne qui ne consomme jamais d'alcool, soit par conviction personnelle ou conviction religieuse, morale, mais aussi ou encore pour des centaines de raisons. Il s'abstient totalement de la consommation de boissons enivrantes. Ce terme n'est pas à confondre avec le mot sobre, qui par contre lui traduit une personne qui consomme de l'alcool avec modération. Mesdames, messieurs, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommé avec modération. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons à demain lorsqu'il sera 13h si plaît à Dieu. Entre-temps, que Dieu bénisse le Gabon et qu'il vous favorise aussi.